riche, puissant, mais intact à tirtifivant. Aucune femme ne l'avait fait céder, jusqu'à ce qu'une mendiante trop belle apparaisse et brise tous les murs du millionnaire. Quelle est votre hypothèse pour la fin de cette histoire? Écrivez dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Je suis certain, ce sera l'histoire la plus émouvante que vous entendrez. Lorsque le soleil commençait à se coucher sur l'horizon de Neuilly-sur-Seine, François Leclerc éteignait tous les appareils de sa villa et commençait son rituel quotidien d'isolement. À 35 ans, le Parisien avait conquis un empire technologique que peu auraient pu imaginer. Son application, Connect Soleil, avait révolutionné la façon dont les personnes anxieuses et introverties communiquaient dans le monde numérique, tout en évitant le contact physique. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait bâti une fortune en aidant d'autres personnes à gérer la même peur qu'il nourrissait lui-même. De la terrasse de sa villa, il observait le quartier luxueux à ses PIDS. Neuilly-sur-Seine était le refuge parfait pour quelqu'un comme lui, exclusif, protégé, isolé. La forteresse de verre et de béton qu'il appelait son foyer se trouvait au point le plus élevé du quartier, entouré d'un jardin impeccable que personne d'autre que les jardiniers sous contrat n'avait vu. Même son équipe exécutive ne connaissait pas son adresse personnelle. Le contact humain était limité au strict nécessaire. Monsieur Leclerc, la réunion avec les investisseurs est confirmée pour lundi, annonça la voix électronique de son assistant virtuel personnalisé. François acquiesça pour personne en particulier. Le dispositif n'avait pas besoin de confirmation visuelle, une caractéristique supplémentaire conçue pour éviter toute simulation de contact humain. Le ciel de Paris commençait à s'assombrir lorsqu'il entra dans son bureau. Les murs, revêtus de bois sombre, abritaient des étagères remplies de livres qui n'avaient jamais été manipulés par d'autres mains que les siennes. Sur le bureau central, 3 moniteurs affichaient les actions de Leclerc Tech, une entreprise évaluée à des milliards qu'il avait bâtie à partir de rien. « Enlevez les graphiques des actions », ordonna-t-il. Les moniteurs changèrent pour afficher les derniers rapports d'utilisation de Connect Soleil. Des chiffres, des statistiques, des projections, le monde réduit à quelque chose de prévisible, contrôlable. C'était ainsi que François préférait. Tout. En révisant les données, ses pensées vagabondèrent vers le dîner. Comme toujours, ce serait un repas préparé à l'avance, livré par un service premium qui laissait les commandes dans une boîte spéciale à l'entrée de la propriété. Pas de livreur, pas d'interaction. François détourna son regard vers la seule photographie dans son bureau, un garçon de 12 ans souriant à côté d'un chien. Le garçon, c'était lui-même, avant que tout ne change, avant Caroline. Caroline. Dubois avait été sa première petite amie, à 17 ans. Ils étudiaient dans le même lycée privé à Saint-Germain-des-Prés, l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris. Pendant des mois, elle avait semblé véritablement intéressée par ce garçon timide qui préférait programmer plutôt que jouer au football, jusqu'à ce que, lors d'une fête, alors que tous attendaient que François arrive avec le travail de fin de semestre qu'il avait fait pour toute la classe, Caroline révèle la vérité. « Tu as vraiment cru que je t'aimais bien ?» avait-elle demandé, entourée d'amis qui riaient. « C'était juste un pari, idiot. Qui pourrait faire en sorte que le génie nous aide tous et lui faire croire qu'il avait une petite amie ?» Cette nuit-là, quelque chose s'était brisé en lui. Pas seulement la confiance en Caroline, mais la confiance en toute possibilité de connexion humaine authentique. Depuis lors, chaque relation potentielle était analysée comme un algorithme défectueux, avec trop de variables, des risques inacceptables. Maintenant, presque 2 décennies plus tard, François était un homme puissant et solitaire. Les magazines d'affaires l'appelaient le génie reclus ou le milliardaire invisible. Certains spéculaient sur des romances secrètes avec des mannequins ou des actrices, d'autres juraient qu'il menait une double vie à l'étranger. La vérité, cependant, était beaucoup plus simple et douloureuse. François Leclerc, à 35 ans, n'avait jamais connu l'intimité physique d'une femme depuis cette nuit-là. Non par manque d'opportunité, mais par choix conscient. Le contrôle émotionnel était devenu son mantra, sa forteresse, sa prison. « Valérie est en ligne », annonça l'assistant virtuel, interrompant ses pensées. « Accepté », répondit-il, ajustant sa posture. L'écran central s'illumina avec le visage de Valérie, Moreau, 38 ans. «
associée et directrice des opérations de Leclerc Tech. Avec des cheveux noirs toujours impeccablement coiffés et des yeux astucieux, elle était l'opposé de François, expansive, stratégique, implacable dans les affaires. « Je t'ai enfin trouvé, » dit-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Les Sud-Coréens sont intéressés à intégrer notre technologie dans leurs appareils. Nous devons répondre d'ici lundi. Envoie-moi le contrat. Je l'analyserai ce soir. Toujours à travailler, François. Tu devrais sortir un peu de cette caverne. Dînons ensemble, je peux être là dans 1 heure. » François sentit la familière oppression dans sa poitrine. Valérie testait toujours ses limites, essayait toujours de franchir les barrières qu'il érigeait. « Je suis au milieu d'une analyse importante. Une autre fois peut-être. » Son expression se durcit un instant, presque imperceptible pour quiconque ne la connaissait pas depuis des années. Bien sûr, comme toujours. Puis, adoucissant, « Cela fait déjà 8 ans de partenariat, François. Un jour, tu devras faire confiance à quelqu'un. » L'ironie n'échappa pas à François. La confiance était exactement ce que Valérie voulait de lui, et exactement ce qu'il ne pouvait pas donner. Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne savait, c'était que son intérêt professionnel cachait un désir personnel qui ne serait jamais réciproque. « Bonne nuit, Valérie, » répondit-il, terminant l'appel. Dehors, le ciel de Paris était chargé. Les prévisions météorologiques annonçaient de violents orages pour la nuit. François observa les nuages sombres qui s'approchaient, ressentant un étrange pressentiment. Sa vie, si méticuleusement organisée, suivait un rythme immuable depuis des années. Se réveiller, travailler, manger, dormir, un cycle parfait et prévisible. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'en quelques heures, ce cycle serait irrémédiablement brisé par un coup à sa porte. Alors que la première goutte de pluie touchait la fenêtre de son bureau, François retourna au rapport, ignorant le temps qui empirait dehors. Dans sa forteresse numérique, protégée par des systèmes de sécurité de pointe et par le confort de la solitude, il se sentait en sécurité. S'il avait seulement su que la tempête qui se formait apporterait bien plus que de l'eau et du vent, elle apporterait un changement qu'aucun de ses algorithmes ne pourrait prévoir. L'orage commença comme un murmure et se transforma rapidement en un rugissement furieux. Des éclairs déchiraient le ciel parisien, illuminant momentanément la vaste étendue urbaine qui s'étendait en contrebas de la villa de François. Le vent fouettait les fenêtres avec une force inhabituelle pour cette période de l'année. Dans la bibliothèque, entourée de murs de livres et de technologies, François révisait des contrats, tout en savourant un rare Cabernet Sauvignon. La pluie ne le dérangeait pas. Au contraire, elle lui procurait une sensation supplémentaire d'isolement. Plus l'orage était intense, plus il se sentait en sécurité dans son refuge particulier. Le système de sécurité de la maison était infaillible. Des caméras haute définition surveillaient chaque centimètre du périmètre, des capteurs, de mouvements détectaient toute approche non autorisée. Et tout le complexe était surveillé par une intelligence artificielle développée par François lui-même. Rien n'entrait ou ne sortait sans son consentement. C'est pourquoi, quand l'alarme silencieuse vibra sur sa montre connectée, indiquant un mouvement au portail principal, François fronça les sourcils. Il consulta immédiatement sa tablette, qui affichait les images des caméras extérieures. La pluie rendait la visibilité difficile, mais il était possible de distinguer une silhouette humaine appuyée contre le portail. « Agrandissez secteur 3 », ordonna-t-il à l'IA de la maison. L'image s'élargit, révélant une femme. Elle était trempée avec des vêtements simples maintenant collés au corps. Ses cheveux foncés gouttèrent sur un visage qui, même à travers la pluie, semblait déterminé. L'interphone sonna, le faisant sursauter. Personne n'utilisait cet interphone, jamais. Hésitant, François activa la communication. « S'il vous plaît. » La voix féminine était presque inaudible sous le bruit de la tempête. « J'ai besoin d'aide. Ma voiture est tombée en panne sur la route, et votre portail est le seul que j'ai trouvé après avoir marché pendant près d'1 heure. » François resta silencieux, observant l'image. Quelque chose chez cette femme, peut-être la dignité avec laquelle elle supportait la pluie, peut-être le ton de voix dépourvu de panique, éveilla sa curiosité. « Il y a un hôtel à 10 km d'ici, » répondit-il finalement. « Je peux appeler un taxi pour vous. »« Je n'ai pas de quoi payer un hôtel, » répondit-elle simplement. « J'ai juste besoin d'un endroit pour attendre que la tempête passe. Un Porsche, un garage, n'importe quoi. »
François hésita. Son protocole, pour les situations inattendues, était clair. Maintenir la distance, éliminer les variables imprévisibles, préserver l'isolement. Mais il y avait quelque chose chez cette femme qui l'intriguait. « Comment avez-vous trouvé cette adresse ?» demanda-t-il, essayant de gagner du temps tandis que son esprit calculait les risques. « Je n'ai trouvé aucune adresse. J'ai simplement suivi la route jusqu'au bout, après que ma voiture soit tombée en panne. S'il vous plaît, la pluie empire. » Un tonnerre assourdissant déchira le ciel, comme pour confirmer ses paroles. Les lumières de la villa clignotèrent momentanément. La tempête s'intensifiait. Contre tout bon sens, contre chaque règle qu'il s'était fixée au cours des 15 dernières années, François prit une décision impulsive. Le portail va s'ouvrir partiellement. Entrez et suivez l'allée jusqu'à la maison principale. Il l'observa sur le moniteur, tandis qu'elle marchait lentement à travers la propriété, une silhouette solitaire luttant contre le vent et la pluie. Il y avait quelque chose de presque poétique dans cette image, une intruse inattendue, traversant les jardins que personne d'autre que lui ne connaissait. Quand la sonnette retentit, François était déjà dans le hall d'entrée. Il respira profondément avant d'ouvrir la porte, se préparant au premier contact réel avec un étranger dans son espace personnel depuis des années. La femme qui entra semblait encore plus fragile de près. Petite, avec les cheveux noirs, collée à son visage hâlé, elle ne devait pas avoir plus de 30 ans. Ses vêtements, un jean simple et une chemise blanche maintenant transparente à cause de l'eau, contrastaient avec le luxe de l'environnement. Mais ce qui attira le plus l'attention de François, ce furent ses yeux. Bruns, profonds, ils portaient un mélange déconcertant de fatigue et de détermination. « Merci, dit-elle, sa voix plus ferme maintenant. « Je suis Amélie Dubois. » « François Leclerc, répondit-il automatiquement, gardant ses distances. « Il y a une salle de bain pour les invités dans le couloir à droite. Vous pouvez vous sécher là-bas. Je vais chercher des serviettes et des vêtements. » Tandis qu'elle se dirigeait vers la salle de bain, laissant une traînée d'eau sur le sol en marbre, François essayait de comprendre ce qu'il venait de faire. Il avait brisé sa propre règle fondamentale, ne jamais laisser le monde extérieur pénétrer dans son sanctuaire. Dans les très rares occasions où il devait recevoir quelqu'un, généralement des techniciens pour des maintenances qui ne pouvaient pas être effectuées à distance. Il planifiait des semaines à l'avance, se préparait mentalement et limitait l'accès à des zones spécifiques de la maison. Maintenant, une parfaite inconnue utilisait sa salle de bain. Il chercha dans son dressing quelques vêtements qu'il gardait pour les urgences, une chemise blanche basique et un pantalon de survêtement avec un cordon ajustable. Il hésita avant de frapper à la porte de la salle de bain, ressentant une anxiété qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps. « J'ai laissé des vêtements ici dehors », annonça-t-il. « Merci », vint la réponse, suivie du bruit de la douche qu'on allumait. Enceinte. Attendant dans le couloir, François fut envahi par une sensation étrange. Sa maison, toujours si silencieuse et prévisible, abritait maintenant une autre présence, un autre être humain avec ses propres pensées, désirs et histoires. C'était perturbant et, d'une certaine façon, fascinant. 20 minutes plus tard, Amélie sortit de la salle de bain. Les vêtements amples sur son petit corps lui donnaient une apparence presque enfantine, mais il y avait une dignité dans son maintien qui contredisait cette impression initiale. « Désolé pour le dérangement », dit-elle, ajustant la chemise qui tombait sur une de ses épaules. « Dès que la pluie diminuera, je continuerai mon chemin. » « Les prévisions indiquent qu'elle durera toute la nuit, » répondit François, consultant sa montre connectée. « Il y a une chambre d'amis au 2e étage. Vous pouvez rester jusqu'à demain. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il puisse en évaluer complètement les implications. Une nuit, une étrangère dans sa maison pendant toute une nuit. « Vous êtes sûr? Je ne veux pas déranger plus que je ne l'ai déjà fait. »« J'en suis sûr, » confirma-t-il, se surprenant lui-même. « Venez, je vais vous montrer la chambre. » Alors qu'ils montèrent l'escalier principal, François maintenait une distance calculée. La chambre d'amis se trouvait dans l'aile opposée à la sienne, ce qui lui procurait un certain confort. Pourtant, l'idée de partager son espace avec quelqu'un était déconcertante. « C'est ici, dit-il, ouvrant la porte d'une pièce spacieuse et impersonnelle, décorée en tons de blanc et de gris. « Il y a un téléphone sur la table. Si vous avez besoin de quelque chose, composez simplement le 0. Le système de la maison répondra. »
Amélie regarda autour d'elle, visiblement impressionnée par le luxe discret de l'environnement. « C'est votre résidence secondaire ou quelque chose comme ça ?» François la regarda confus. « Non, c'est là que je vis. Seule. Dans toute cette vie-là ? Oui. » Elle acquiesça comme si elle venait de confirmer quelque chose pour elle-même. « Ça doit être silencieux. C'est comme je le préfère. » Un moment de silence s'établit entre eux, rempli seulement par le son de la pluie contre les fenêtres. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'observait, sans jugement, juste avec une curiosité authentique qui le mettait mal à l'aise. « Eh bien, bonne nuit alors, » dit-il, reculant vers le couloir. « Il y a un dressing avec plus de vêtements si vous en avez besoin, et le petit déjeuner sera servi à 7 heures. »« Servi par qui ?» demanda-t-elle avec une touche d'ironie dans la voix. « Par le système automatisé de la cuisine, » répondit-il, sans remarquer l'humour. « Bonne nuit, mademoiselle Dubois. »« Amélie, » corrigea-t-elle doucement. « Juste Amélie. » François acquiesça, rigidement et ferma la porte, la laissant seule. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur, sentant son cœur battre rapidement. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Pourquoi avait-il laissé cette étrangère entrer dans sa vie, dans sa maison? La réponse, réalisa-t-il avec malaise, était qu'il y avait quelque chose chez elle qui l'intriguait profondément. Quelque chose de familier et en même temps de complètement nouveau. Cette nuit-là, tandis que la tempête châtiait Paris, François Leclerc se coucha dans son lit et pour la première fois depuis des années, ne parvint pas à s'endormir. La conscience que, à quelques mètres de là, une autre personne respirait sous son toit était trop perturbante. Ce qu'il ne savait pas, c'était que cette nuit d'insomnie ne serait que le début d'une transformation bien plus grande qu'il ne pouvait l'imaginer. François se réveilla avec un arôme qu'il ne reconnaissait pas, quelque chose de chaud, réconfortant, qui semblait évoquer des souvenirs qu'il ne savait pas posséder. Confus, il consulta l'horloge, 6h40. Le système automatisé de la cuisine ne devait démarrer qu'à 7 heures et ne produisait jamais des arômes. Faucille humain. Il se leva, enfila sa robe de chambre et descendit les escaliers avec prudence. À mesure qu'il s'approchait de la cuisine, d'autres sens furent éveillés. Le son doux d'une mélodie, de la chanson française classique, réalisa-t-il, et le bruit léger de quelqu'un fredonnant. Il s'arrêta à l'entrée, stupéfait par la scène. Sa cuisine, toujours immaculée et vide, était vivante. Sur le comptoir en marbre, de la farine éparpillée formait de petits nuages blancs. Sur l'îlot central, des fruits coupés exhibaient des couleurs vibrantes. Et devant la cuisinière, dos à lui, se tenait Amélie, se déplaçant avec la grâce de quelqu'un qui connaît cet espace depuis des années. « Bonjour », dit-elle, se retournant en percevant sa présence. « J'espère ne pas avoir dépassé les limites, mais j'ai pensé qu'un petit déjeuner fait maison serait une bonne façon de vous remercier pour votre hospitalité. » François resta à l'entrée, partagé entre l'inconfort de voir son espace envahi et une étrange fascination pour la transformation qui avait eu lieu. La cuisine, conçue pour l'efficacité, non pour le plaisir de cuisiner, semblait avoir trouvé sa véritable vocation. « Où avez-vous trouvé les ingrédients ?» demanda-t-il finalement, s'approchant avec précaution. « Dans le garde-manger automatisé. Votre système est très intuitif. » Elle sourit, reportant son attention sur la poêle où dorait ce qui semblait être une crêpe. « J'ai fait du café de manière traditionnelle, pas avec cette machine compliquée. J'espère que ça ne vous dérange pas. » François s'assit sur l'un des tabourets hauts, traitant encore la situation. Il y avait quelque chose de profondément déconcertant et en même temps étrangement réconfortant dans cette invasion domestique. « Vous cuisinez toujours comme ça pour des étrangers ?» demanda-t-il, l'observant servir le café dans des tasses dont il ignorait même l'existence. « Seulement pour ceux qui m'accueillent pendant les tempêtes. » Amélie plaça une tasse fumante devant lui. « Et cuisiner me calme, ou me calmait. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle prononça la dernière phrase, une ombre fugace dans ses yeux, qui éveilla la curiosité de François. Mais avant qu'il puisse demander, elle continua. « Goûtez, c'est un mélange français avec des notes de chocolat. » François prit une gorgée, surpris par la saveur complexe. Ce n'était pas simplement bon, c'était exceptionnel. « Où avez-vous appris à faire du café comme ça ?»« J'ai été chef pendant de nombreuses années. » Elle retourna une autre crêpe avec habileté, spécialisée dans la gastronomie contemporaine avec des racines françaises. « Vous avez été ?»« Oui. Passé ?»
Elle servit une assiette avec des crêpes dorées, des fruits frais et un filet de miel. Maintenant, je suis en transition. François accepta l'assiette, essayant toujours de réconcilier l'image de cette femme qui était apparue trempée à sa porte la nuit précédente avec la professionnelle confiante qui commandait sa cuisine avec tant de naturel. La première, Boucher le transporta dans un lieu qu'il n'avait pas visité depuis longtemps. Le plaisir simple et honnête de la nourriture préparée avec soin. Ce n'était pas seulement la saveur, c'était l'expérience complète. L'arôme, la texture, la présentation sans prétention, mais élégante. C'est extraordinaire, admit-il, surpris par sa propre sincérité. Amélie sourit, un sourire authentique qui illumina son visage d'une façon qui fit détourner le regard de François, soudainement mal à l'aise avec l'intimité du moment. « Merci, c'est bon de savoir que je n'ai pas encore perdu la main. » Elle se servit et s'assit de l'autre côté du comptoir, maintenant une distance respectueuse. Pendant quelques minutes, ils mangèrent en silence, seul le son de la musique douce remplissant l'ambiance. « Alors, commença-t-elle, brisant le silence, qu'est-ce qui pousse un homme comme vous à vivre seul dans une maison de cette taille ?» La question, directe et personnelle, prit François au dépourvu. En temps normal, il aurait dévié le sujet ou simplement se serait retiré. Mais il y avait quelque chose dans la présence d'Amélie, peut-être la façon simple dont elle occupait l'espace sans jugement, qui le fit répondre avec plus de sincérité qu'il ne l'avait prévu. « Je préfère le silence et le contrôle. Les gens apportent des complications. Et pourtant, vous m'avez laissé entrer. » Ce n'était pas une question, mais une constatation qui portait une question implicite. « Pourquoi ?» ?»« C'était la tempête, » répondit-il, sachant que ce n'était pas toute la vérité. Personne ne mérite de rester dans un tel orage. Amélie l'étudia un moment, comme si elle pouvait voir au-delà de la réponse superficielle, mais n'insista pas. « Et vous ?» demanda François, se surprenant lui-même par l'intérêt sincère. « Qu'est-ce qui vous a amené sur cette route pendant une tempête ?» Une ombre traversa à nouveau le visage d'Amélie, plus évidente cette fois. « Je retourne en Provence. Où j'y vais? Je n'ai pas encore décidé. » Elle remua son café, pensive. Parfois, il faut faire quelques pas en arrière pour trouver le chemin en avant. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, directe, sans apitoiement sur soi-même, qui résonnait en François. Cette femme portait ses propres cicatrices, réalisait-il maintenant. Elle n'était pas aussi évidente que les siennes. Elle ne l'avait pas transformée en recluse, mais elles étaient là, dans les petites pauses entre les mots, dans la façon dont ses yeux perdaient parfois leur focus. « Votre voiture », se rappela-t-il soudainement. « Vous avez dit qu'elle était tombée en panne sur la route. » « Oui, une vieille Twingo mais vaillante, jusqu'à hier. Je peux envoyer quelqu'un vérifier. J'ai des contacts avec des garages spécialisés. » L'offre sortit naturellement, surprenant. Depuis quand se préoccupait-il de la voiture d'une étrangère? « Ce serait très gentil, » remercia-t-elle, « mais je ne veux pas plus d'inconvénients. J'ai déjà trop abusé de votre hospitalité. » « Ce n'est pas un inconvénient. » François prit sa tablette, faisant quelques annotations. « Je vais m'en occuper aujourd'hui. En attendant, eh bien, vous pouvez rester, si vous voulez. » Les mots sortirent avant qu'il puisse les retenir, impulsifs et irrationnels. Amélie le regarda surprise, et pendant un moment, il voulut retirer l'invitation, revenir à la sécurité de sa routine solitaire. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle, prudente. « Vous ne semblez pas être le genre de personne qui invite des étrangers pour des séjours prolongés. »« Je ne le suis pas, » confirma-t-il, « mais vous cuisinez bien. » La justification était ridicule, et ils le savaient tous les deux. Amélie rit, un son cristallin qui résonna dans la cuisine et, d'une certaine façon, sembla rendre l'ambiance plus chaleureuse. Un échange équitable, alors. Hébergement contre gastronomie maison. François acquiesça, essayant d'ignorer la sensation étrange dans sa poitrine. Quelque chose entre l'anxiété et un type d'excitation qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années. Seulement jusqu'à ce que votre voiture soit réparée, précisa-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Bien sûr, convint Amélie avec un petit sourire, seulement jusque-là. Le reste de la matinée s'écoula dans une dynamique étonnamment confortable. François travailla dans son bureau, se connectant à distance à l'entreprise, tandis qu'Amélie explorait la propriété avec une curiosité presque enfantine. À travers les caméras de sécurité, il l'observait occasionnellement, intrigué
par la façon dont elle semblait émerveillée par des détails qu'il ignorait depuis longtemps. Le mouvement des feuilles dans le jardin, le design d'un banc ancien sous un arbre, le coucher du soleil reflété dans le lac artificiel. Vers 3 heures de l'après-midi, il fut interrompu par une notification. Amélie était à la porte du bureau. « Entrez », dit-il, éteignant le moniteur qu'il a montré dans le jardin, soudainement gêné de l'avoir observé. Elle entra portant un plateau avec du café et ce qui semblait être des madeleines fraîchement sorties du four. « J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'une pause », expliqua-t-elle, plaçant le plateau sur une table latérale. « Vous n'êtes pas sorti d'ici de toute la matinée. » Le geste simple et attentionné le déconcerta. Combien de temps s'était écoulé depuis que quelqu'un s'était préoccupé de son bien-être de manière si désintéressée? « Merci », murmura-t-il, se sentant maladroit. « Vous n'aviez pas besoin. Je sais que je n'en avais pas besoin, j'ai voulu le faire. » Elle observa le bureau avec un intérêt poli. « Vous travaillez dans quoi exactement? »« La technologie. Développement d'applications. » « Quel genre d'application ?» François hésita. Parler de Connect Soleil, c'était parler de lui-même, de ses propres limitations et peurs. « Une application de communication, » répondit-il vaguement. « Pour les personnes qui préfèrent un contact limité. Comme vous, » observa-t-elle sans jugement. « Comme moi, » confirma-t-il, se surprenant par sa propre honnêteté. Amélie acquiesça, comme si elle venait de connecter quelques pièces. « Ça doit être une bonne application, » considérant. Elle fit un geste vers la villa autour. « Tout ça. Elle est populaire, admit-il. Beaucoup de gens préfèrent garder leur distance sans perdre la connexion. Intéressant comment quelqu'un qui valorise tant l'isolement a créé une façon pour les gens de se connecter. » L'observation perspicace et juste prit François au dépourvu. Cela faisait si longtemps que quelqu'un l'avait défié intellectuellement de cette façon. Peut-être est-il plus facile de comprendre ce que les gens veulent quand on partage les mêmes besoins, répondit-il, se surprenant à nouveau par sa franchise. Amélie sourit, un sourire gentil qui ne contenait ni pitié ni jugement. « Je vais vous laisser travailler, » dit-elle, marchant vers la porte. « Le dîner sera à 8 heures si vous êtes intéressé. » Quand elle sortit, François resta immobile un long moment, absorbant ce qui venait de se passer. En moins de 24 heures, sa routine méticuleusement construite avait été complètement modifiée. Sa maison, auparavant un espace stérile et contrôlé, avait maintenant des arômes, de la musique et la présence imprévisible d'une autre personne. Le plus troublant était que, contre toute attente, il ne détestait pas cela. Le soir, alors qu'il se dirigeait vers la salle à manger, une pièce qu'il utilisait rarement, François réalisa que, pour la première fois depuis des années, il était véritablement curieux de ce qui l'attendait. Et cette curiosité, cette petite ouverture à l'imprévisible, était peut-être la transformation la plus significative de toutes. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée d'Amélie. La voiture, selon le mécanicien contacté par François, nécessiterait une pièce spécifique qui prendrait 1 semaine pour arriver. En temps normal, cette nouvelle aurait été accueillie par François avec irritation. Une intruse dans sa maison plus longtemps que prévu. Mais à sa propre surprise, il se retrouva presque soulagé. La présence d'Amélie avait apporté une vitalité que sa villa n'avait jamais connue. Les repas, autrefois fonctionnels et solitaires, étaient devenus des événements qui l'attendaient avec impatience. La cuisine, autrefois un espace utilitaire, s'était transformée en cœur pulsant de la maison. Et les jardins, qu'il avait toujours vus à travers des fenêtres ou des moniteurs, étaient maintenant explorés quotidiennement lors de promenades qui avaient d'abord été gênantes, mais qui étaient progressivement devenues des moments de conversation étonnamment facile. En ce jeudi ensoleillé, François observait Amélie depuis la terrasse, tandis qu'elle examinait le potager qu'elle avait découvert au fond de la propriété, une structure abandonnée dont il ne se souvenait même pas avoir fait construire. « C'est un crime !» cria-t-elle en le voyant, faisant des gestes vers les plates-bandes négligées. « Savez-vous combien de potentiel il y a ici? Basilic, romarin, thym, tout pourrait pousser dans ce sol. » François s'approcha, étrangement charmé par son indignation. Il y avait quelque chose de vivifiant dans la façon dont Amélie se souciait de choses qu'il ne remarquait même pas. « N'hésitez pas à le revitaliser, » offrit-il, surpris par sa propre générosité. « Je peux fournir ce qui est nécessaire. » Le sourire qu'elle lui donna fit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une chaleur qui se répandit rapidement et le laissa momentanément sans voix.
Vraiment? Ce serait merveilleux. Nous pourrions avoir des herbes fraîches pour le dîner et... Elle s'arrêta gênée. Désolé, je m'emballe comme si j'allais rester ici pour toujours. Ce n'est pas un problème, dit-il, plus doucement qu'il ne l'avait prévu. Le potager avait vraiment besoin de quelqu'un qui s'en soucie. Ils retournèrent à la maison côte à côte, dans un silence confortable qui aurait été impensable quelques jours auparavant. Dans le hall, d'entrée, Amélie prit un élastique de son poignet pour attacher ses cheveux, et c'est alors que François remarqua quelque chose qu'il n'avait pas remarqué avant, un bracelet coloré, artisanal, fait de perles. Ce bracelet, quelque chose, en lui éveilla un souvenir lointain, quelque chose d'enterré si profondément qu'il ne savait même pas que cela existait encore. Tandis qu'Amélie parlait avec animation des plans pour le potager, François resta immobile, ses yeux fixés sur l'objet. « Ce bracelet, l'interrompit-il, sa voix étrangement rauque. Où l'avez-vous obtenu » Amélie s'arrêta, surprise par la question abrupte. Instinctivement, elle toucha les perles colorées. « Celui-ci, c'est un souvenir d'enfance. » Elle hésita, comme si elle décidait combien révéler. D'un accident, en fait. François sentit le sang se glacer dans ses veines. Ce n'était pas possible, ce serait trop de coïncidences. Quel genre d'accident? Quelque chose dans son ton dut alerter Amélie. Elle l'étudia intensément avant de répondre. « Quand j'avais 8 ans, un garçon m'a renversé avec un vélo à Lyon. Rien de grave, juste une coupure derrière l'oreille, mais... » Elle écarta ses cheveux, révélant une petite cicatrice pâle. Le garçon était tellement effrayé qu'il m'a donné ce bracelet. Il a dit que c'était son porte-bonheur. Le monde de François sembla tourner. Les probabilités mathématiques, les algorithmes qui gouvernaient sa compréhension de la réalité, tout semblait insuffisant pour expliquer ce moment. « Parc de la Tête d'Or », murmura-t-il, presque inaudible. Près du carrousel. Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent. « Comment savez-vous cela ?»« Parce que j'étais le garçon à vélo. » Le temps sembla se figer entre eux. Amélie le regardait avec une expression impossible à déchiffrer. Surprise, incrédulité et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas nommer. « Non, chuchota-t-elle finalement. Ce n'est pas possible. » Le bracelet avait un compartiment secret, continua François. Les souvenirs revenant en cascade maintenant. Une petite cavité où je gardais un billet, des excuses que je n'ai jamais eu le courage de donner. Les cartes. Mains d'Amélie tremblèrent légèrement, tandis qu'elle manipulait le bracelet, trouvant le mécanisme caché dont elle-même ne semblait pas connaître l'existence. Un petit compartiment s'ouvrit, et de l'intérieur, elle retira un papier plié, jauni par le temps mais encore intact. Avec des doigts tremblants, elle déplia le papier. L'écriture enfantine, soigneusement formée, disait simplement « Désolé pour la blessure. J'espère que tu vas bien, François. » Quand elle leva les yeux, il y avait des larmes dans ses yeux. Toutes ces années, et je n'ai jamais su qu'il y avait un message. François s'assit soudainement faible. Les implications de cette rencontre, les probabilités infinitésimales de cette coïncidence étaient écrasantes. « Comment ?» demanda-t-il, incapable de formuler une question plus complexe. Amélie s'assit à côté de lui, tenant toujours le petit billet comme si c'était quelque chose de précieux. « J'habitais à Lyon avec mes parents. Nous visitions le parc ce jour-là. Après l'accident, je ne t'ai plus jamais revu. » Elle hésita. « Le bracelet est devenu important pour moi. Un rappel que même dans les moments difficiles, il peut y avoir de la gentillesse. J'ai pensé à toi pendant des semaines, admit François, la voix basse. Je voulais savoir si tu allais bien, si la cicatrice avait disparu. Mais je n'ai jamais eu le courage de retourner au parc pour te chercher. Et maintenant, plus de 25 ans plus tard, tu apparais à ma porte. » Le silence qui suivit était chargé de signification, comme si l'univers avait méticuleusement planifié cette improbable retrouvaille. « Que t'est-il arrivé après ?» demanda finalement Amélie. « Après l'accident ?» François hésita. Parler de son passé n'était pas quelque chose qu'il faisait fréquemment, ou même jamais. Mais quelque chose dans la situation extraordinaire où il se trouvait semblait exiger l'honnêteté. Nous avons déménagé à Paris l'année suivante. Mon père a obtenu un meilleur emploi ici. J'ai grandi comme un garçon timide, intéressé par les ordinateurs et la programmation. Et toi ? J'ai continué à vivre à Lyon jusqu'à mes 20 ans. J'ai toujours aimé cuisiner. Ma grand-mère était provençale pure souche,
de celle qui faisait tout dans la cuisine en chantant. J'ai étudié la gastronomie, travaillé dans des restaurants de plus en plus grands, jusqu'à ce que... Elle s'arrêta. La même ombre que François avait déjà remarquée auparavant traversant son visage. Jusqu'à ce que... Amélie respira profondément. Jusqu'à ce que je devienne chef exécutif d'un restaurant primé à Nice. J'avais tout. Reconnaissance, argent, une équipe talentueuse. Et puis, elle toucha involontairement la cicatrice derrière son oreille. J'ai découvert quelque chose qui a tout changé. François attendit, sentant qu'il ne devait pas insister. Une condition neurologique rare, continua-t-elle finalement. Ça a commencé par des tremblements dans les mains. Pour un chef, c'est... Elle laissa la phrase inachevée, mais il n'était pas nécessaire de la compléter. Les médecins m'ont donné des options, des traitements expérimentaux, mais le restaurant ne pouvait pas attendre. J'ai été remplacé. Soudainement, tout ce pourquoi j'avais travaillé a simplement disparu. Et maintenant? Maintenant, je suis sous traitement. Expérimental, coûteux, mais prometteur. Les tremblements sont contrôlés, mais... Elle haussa les épaules. Le monde de la haute gastronomie ne pardonne pas les faiblesses. Personne ne veut embaucher un chef qui peut, à tout moment, perdre le contrôle de ses mains. La vulnérabilité dans sa confession toucha François d'une manière qu'il n'attendait pas. Voilà quelqu'un qui, comme lui, portait des cicatrices. Certaines visibles, d'autres non. Mais contrairement à lui, Amélie ne s'était pas cachée du monde. C'est pour ça que tu étais sur la route, retournant en Provence? Oui, j'ai pensé que peut-être, en retournant à mes racines, je pourrais trouver un nouveau chemin. Quelque chose de plus petit, plus personnel, un café peut-être. Quelque chose à moi. François acquiesça, comprenant plus qu'il ne pouvait exprimer. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Comment es-tu passé de garçon timide à... » Elle fit un geste vers la villa autour. « Tout ça ?» Ce fut au tour de François d'hésiter. Son histoire n'était pas facile à partager, surtout la partie concernant Caroline, sur la trahison qui l'avait conduit à se fermer complètement. J'ai étudié l'informatique. J'avais une facilité avec la programmation, particulièrement les interfaces. Et j'ai réalisé tôt qu'il y avait beaucoup de gens comme moi, des personnes qui voulaient de la connexion sans vulnérabilité. Connect Soleil est né de cette perception. Et le succès est venu rapidement. Plus que je ne pouvais l'imaginer, soudainement j'avais une entreprise évaluée à des milliards. Et plus je réussissais, plus je pouvais m'isoler. Ça semble solitaire, observa-t-elle. Doucement. C'est contrôlable, corrigea-t-il. Où c'était, jusqu'à ce que tu apparaisses à ma porte. La confession, bien que subtile, ne passa pas inaperçue. Amélie sourit, un sourire doux qui réchauffa quelque chose à l'intérieur de François. « Tu sais ce qui est étrange ?» demanda-t-elle. « J'ai toujours gardé ce bracelet parce que je sentais qu'il me protégeait d'une certaine façon. Comme si le garçon qui me l'avait donné, même sans le savoir, veillait sur moi à distance. L'idée était si sentimentale, si opposée à tout ce que François était devenu, que sa première réaction fut de la rejeter. Mais il y avait quelque chose en elle, quelque chose dans la connexion improbable qu'ils partageaient, qui le fit reconsidérer. Peut-être que c'était le cas, dit-il finalement, surpris par ses propres paroles. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient sur la terrasse sous un ciel étoilé, quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était pas seulement la découverte de la connexion du passé, mais quelque chose de nouveau, quelque chose qui grandissait dans le présent. Une confiance que François ne savait plus être capable de ressentir. Tandis qu'Amélie racontait des histoires de ses aventures culinaires à travers le monde. Riant et gesticulant avec les mains qui un jour avaient tremblé incontrôlablement, François réalisa qu'il souriait. Pas le sourire contenu qu'il réservait pour les vidéoconférences, mais quelque chose de sincère, quelque chose qui venait d'un endroit qu'il croyait perdu à jamais. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'était qu'à des kilomètres de là, dans le bureau central de Leclerc Tech, Valérie Moreau observait avec une inquiétude croissante les absences répétées en ligne de François. Quelque chose n'allait pas. Et Valérie, mue par son propre agenda secret, était déterminée à découvrir ce qui, ou qui, interférait avec les plans qu'elle cultivait depuis des années. Valérie Moreau marchait dans les couloirs en E-Sunsets, miroir de Leclerc Tech, avec la détermination d'un prédateur. Ses talons hauts résonnaient sur le sol en marbre, tandis que les employés détournaient de regard, reconnaissant cette expression qui précédait toujours des tempêtes corporatives. Quelque chose n'allait pas avec François.
Ces 2 dernières semaines, il avait annulé 3 réunions importantes, répondu aux messages avec des retards inacceptables et, le plus alarmant, approuvé un projet qu'il avait explicitement rejeté auparavant. Elle entra dans son vaste bureau au dernier étage, avec vue sur les Champs-Élysées, et ferma la porte avec plus de force que nécessaire. Ce n'était pas seulement une question professionnelle. En 8 ans de partenariat, elle avait méticuleusement construit sa relation avec François, gagnant sa confiance professionnelle tout en nourrissant en secret des sentiments qui allaient bien au-delà du professionnel. Valérie connaissait François mieux que quiconque. Elle connaissait ses habitudes, ses manies, ses peurs. Elle savait comment il fonctionnait, comment il prenait des décisions, comment il s'isolait du monde. Et elle savait, avec la certitude qui venait d'années d'observation patiente, que quelque chose ou quelqu'un avait pénétré dans la forteresse qu'il avait construite autour de lui-même. « Localisez François Leclerc », ordonna-t-elle, au système de sécurité privée qu'elle maintenait, indépendamment des protocoles officiels de l'entreprise. L'écran sur son bureau s'alluma, montrant une carte de la ville avec un point clignotant. La villa à Neuilly-sur-Seine. François restait rarement à la maison pendant les heures de bureau. Quelque chose n'allait définitivement pas. Trouver toute anomalie récente. Visiteurs, livraison, communication inhabituelle. Le système traita la commande pendant quelques secondes. Véhicule non identifié, détecté sur la propriété. Il y a 10 jours, une Renault Twingo 1998, plaque partiellement visible. Une voiture, sur la propriété de François, c'était sans précédent. François ne recevait pas de visite, et encore moins permettait à des véhicules inconnus d'entrer dans sa propriété. Montrer les images de sécurité externe de la villa, 10 derniers jours. Les images apparurent à l'écran. L'imposante villa vue de loin, les jardins méticuleusement entretenus et Valérie plissa les yeux. Une silhouette féminine dans les jardins. Dans les jours suivants, plus d'images, la même femme sur la terrasse, marchant aux côtés de François, les deux conversant sur la terrasse. La sensation qui parcourut le corps de Valérie fut primitive, viscérale. Un mélange toxique de jalousie, de colère et de peur. En 8 ans, François n'avait jamais montré le moindre intérêt pour aucune femme. Elle avait attendu patiemment, planifiant chaque mouvement, sachant qu'éventuellement il aurait besoin de connexion humaine, et elle serait là, la seule personne en qui il avait confiance. Et maintenant, cet inconnu. Identifier la femme. Dans les images, ordonna-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Le système travailla pendant quelques minutes, croisant les données de reconnaissance faciale avec des bases de données publiques. Identification probable. Amélie Dubois, 33 ans, chef cuisinière, dernière position enregistrée, chef exécutif du restaurant Origine, Nice, jusqu'à 8 mois auparavant. Chef cuisinière. Valérie faillit rire de l'ironie. François, qui se souciait à peine de ce qu'il mangeait, séduit par une cuisinière. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui ne collait pas. Approfondissez la recherche. Je veux tout sur Amélie Dubois. Historique professionnel, personnel, médical. Tout. Tandis que le système travaillait, Valérie se servit un verre. La sensation de contrôle glissant entre ses doigts était insupportable. Elle n'était pas arrivée où elle était. CEO de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, en acceptant les défaites. Et il y avait plus en jeu que sa relation frustrée avec François. Beaucoup plus. Sa tablette bipa, indiquant que la recherche approfondie était terminée. Les yeux de Valérie parcoururent les informations, absorbant chaque détail avec une avidité prédatrice. Amélie Dubois, née à Lyon, fille de professeur d'université. Diplômée en gastronomie, carrière ascendante dans des restaurants de Paris et Nice. Récompensée comme chef révélation 3 ans plus tôt. Et puis, la chute. Départ soudain du restaurant Origine, 8 mois auparavant. Raison officielle. Problème personnel. Raison réelle. Valérie sourit en lisant le dossier médical obtenu illégalement. Dystonie focale, une condition neurologique qui causait des tremblements dans les mains. Fatale pour la carrière d'un chef. Mais ce qui attira vraiment son attention fut un détail financier, des dépôts mensuels significatifs sur le compte d'Amélie provenant d'une entreprise de marketing digital appelée Artemis Connexion. Une vérification rapide révéla qu'Artemis était spécialisée dans un type très spécifique de service,
Connexion stratégique avec des cadres de haut niveau. En langage direct, il fournissait des femmes attirantes et intelligentes pour approcher des hommes riches, généralement à des fins d'espionnage corporatif ou de chantage. C'était parfait. Trop parfait. Valérie se recala dans son fauteuil, une stratégie se formant déjà dans son esprit. Peu importait si la connexion avec Artémis était réelle ou si elle pouvait être fabriquée pour paraître réelle. L'important était qu'elle avait maintenant une arme. Elle prit le téléphone, hésita un moment, puis composa le numéro privé de François. Il répondit à la 4e sonnerie, chose inhabituelle pour quelqu'un normalement si rapide et efficace. « Valérie, un problème ?» Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une légèreté qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Nous devons parler, dit-elle, gardant la voix professionnelle. En personne, c'est à propos du projet Nexus. » Le projet Nexus était leur code privé pour les affaires extrêmement confidentielles, quelque chose qu'ils savaient que François ne pourrait pas ignorer. Un soupir de l'autre côté de la ligne. « Ça peut attendre demain ? Je suis au milieu de quelque chose d'important ici. » Au milieu de quelque chose d'important, avec elle. La colère brûla dans la gorge de Valérie, mais sa voix resta calme. « C'est urgent, François, je suis en route pour Neuilly maintenant. » Avant qu'il ne puisse protester, elle raccrocha. Elle prit sa mallette, la tablette avec les preuves, contre Amélie, et sortit du bureau avec l'attitude de quelqu'un qui avait déjà gagné la bataille. Dans la villa, François regardait le téléphone avec une expression préoccupée. Valérie n'était jamais venue chez lui sans invitation explicite. Le fait qu'elle soit en route maintenant, invoquant le code qu'ils avaient établi pour les urgences, signifiait des problèmes. « Quelque chose ne va pas ?» La voix d'Amélie le ramena au présent. Elle était à la porte de la bibliothèque portant un tablier sur l'une de ses chemises, trop grande pour son petit corps, avec de la farine sur les mains. Ces 10 derniers jours, elle avait transformé non seulement la cuisine, mais toute la maison. Les fenêtres, auparavant toujours fermées, laissaient maintenant entrer la lumière du soleil. De la musique douce jouait dans des pièces autrefois silencieuses. Et François lui-même, à sa surprise, avait changé. Il souriait plus, dormait mieux. Il avait même commencé à travailler moins, consacrant du temps à montrer à Amélie les détails de la propriété qu'il connaissait à peine lui-même. « Mon associé vient ici », répondit-il, tenant toujours le téléphone. « Ça semble important. Voulez-vous que je me retire ?» demanda Amélie, pratique comme toujours. « Je peux rester dans la chambre jusqu'à ce qu'elle parte. » La question le prit au dépourvu. Pourquoi Amélie devrait-elle se cacher? Il ne faisait rien de mal. Elle était une amie. Le mot sonnait étrange, même dans ses pensées. Quand était la dernière fois qu'il avait eu un ami? « Ne sois pas ridicule, » répondit-il, plus brusquement qu'il ne l'avait prévu. « C'est ma maison. Tu es mon invité. Il n'y a aucune raison de te cacher. » Amélie sourit, et ce sourire fit quelque chose d'étrange dans la poitrine de François, une sensation chaude et expansive qu'il ne pouvait pas nommer. « Dans ce cas, je vais finir ce pain à fermentation naturelle. Si vous avez besoin de café ou de quelque chose à manger pendant la réunion, faites-le moi savoir. » Elle sortit, laissant derrière elle un léger arôme de levain et d'herbe. François se surprit à sourire involontairement avant de se rappeler que Valérie était en route. Valérie, avec son regard perspicace qui semblait toujours voir à travers lui. Valérie qui connaissait ses secrets, ses peurs, son histoire avec Caroline. Valérie qui n'approuverait jamais la présence d'Amélie dans sa vie. 1 heure plus tard, le système de sécurité annonça son arrivée. François ouvrit personnellement la porte, une autre nouvelle habitude, inspirée par Amélie, qui insistait sur le fait que les portes devaient être ouvertes par des personnes, pas par des machines. Valérie entra comme une rafale de vent glacial, tout en noir, son parfum coûteux la précédant. Ses yeux parcoururent le hall d'entrée, remarquant immédiatement les petits changements. Des fleurs fraîches dans un vase, une paire de ballerines féminines discrètement placées dans un coin, une veste légère accrochée au porte-manteau. « Je t'y... vois que tu as de la compagnie, » commenta-t-elle, son ton faussement léger. « Une amie est hébergée temporairement, » répondit François, essayant de paraître décontracté. « Allons au bureau ?» Les yeux de Valérie se rétrécirent légèrement, mais elle le suivit en silence. En chemin vers le bureau, ils passèrent par la cuisine, où Amélie travaillait concentrée,
fredonnant doucement tout en façonnant une patte. « Vous devez être Valérie, dit Amélie, levant les yeux avec un sourire. François parle beaucoup de vous. » C'était un gentil mensonge. François avait rarement mentionné Valérie, et quand il l'avait fait, c'était uniquement dans un contexte professionnel. Valérie lui rendit un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Intéressant. Il n'a rien mentionné à votre sujet. » Le ton glacial ne passa pas inaperçu. Amélie, cependant, maintint son sourire. « Nous nous sommes rencontrés récemment, ou plutôt, nous nous sommes retrouvés. » Quelque chose dans le choix des mots fit Valérie lancer un regard interrogateur à François, qui fit simplement un geste vers le bureau, désireux de l'éloigner d'Amélie. Une fois dans le bureau avec la porte fermée, Valérie n'a pas perdu de temps. « Qui est-elle, François? Et s'il te plaît, ne me dis pas que c'est juste une amie. » Il y avait une intimité présomptueuse dans sa question qui le dérangeait. C'est exactement ce qu'elle est, une amie. Sa voiture est tombée en panne pendant ce fort orage, elle avait besoin d'un abri et nous avons fini par découvrir que nous avions une connexion du passé. Une connexion du passé. Valérie répéta les mots comme si elle en testait la saveur, comme c'est pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? En réponse, Valérie ouvrit sa tablette et la posa sur la table. Ça veut dire que toi, l'un des hommes les plus riches et réservés du pays, abrites soudainement dans ta maison une femme qui, par coïncidence, a des liens avec une entreprise spécialisée dans les approches stratégiques. François regarda l'écran voyant des documents, des relevés bancaires, des photos. Son cerveau analytique essayait de traiter les informations, tandis que son cœur, un organe qu'il consultait rarement, refusait de croire. « De quoi parles-tu » ? « Je parle du fait que ton amie Amélie Dubois reçoit des paiements mensuels d'Artemis Connexion, une entreprise connue pour fournir des femmes attirantes pour approcher des hommes influents. » Valérie fit une pause dramatique. En d'autres termes, François, tu es manipulé par une arnaqueuse professionnelle. Les mots frappèrent en François comme un coup physique. Des images des 10 derniers jours traversèrent en son esprit. Amélie, cuisinant, souriant, racontant des histoires de son enfance en Provence, écoutant attentivement tandis que lui, pour la première fois depuis des années, parlait de ses propres rêves et peurs. Le bracelet, la cicatrice, la connexion improbable de leurs enfances. Tout un mensonge élaboré? Ça n'a pas de sens, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Valérie. Comment pourrait-elle savoir à propos de l'accident de vélo? À propos du bracelet? François. La voix de Valérie s'adoucit, devenant presque maternelle. Des personnes comme elle recherchent leur cible méticuleusement. Elles trouvent des détails, des histoires, des points faibles. Elles créent des récits qui semblent impossibles à fabriquer. Elle s'approcha, posant une main sur son bras, un geste inhabituel entre eux. « Je sais que tu veux la croire. Je sais que la solitude peut être difficile à supporter, mais tu as construit quelque chose de trop grand pour tout risquer pour un fantasme. » François regarda à nouveau la tablette, les documents qui semblaient confirmer chaque mot de Valérie. La graine du doute plantée avec une précision chirurgicale commençait à germer. Pourquoi ferait-elle cela? Demanda-t-il, sa voix basse. Qui gagnerait-elle? Des informations sur le prochain lancement de Leclerc Tech, un accès à tes comptes, une place dans ton testament? Valérie haussa les épaules. Les possibilités sont infinies quand il s'agit d'un homme avec ton patrimoine. François s'éloigna, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, le jardin qui auparavant semblait si sans vie arborait maintenant des couleurs vibrantes, résultat des petites interventions d'Amélie, qui avait insisté sur le fait qu'un jardin doit paraître vivant, pas seulement organisé. Tout cela faisait-il partie du plan? Chaque sourire, chaque conversation, chaque moment de vulnérabilité apparente? J'ai besoin de réfléchir, dit-il finalement. Bien sûr. Valérie récupéra sa tablette, satisfaite d'avoir planté la graine. Mais ne tarde pas trop. Plus. Elle reste longtemps. Plus il sera difficile de percevoir la manipulation. Quand Valérie sortit, François resta immobile, son monde soigneusement reconstruit s'effondrant maintenant autour de lui. La partie rationnelle de son cerveau analysait les preuves, calculait les probabilités, cherchait des modèles. La coïncidence était trop improbable. La façon dont Amélie était apparue pendant un orage, comment elle s'était rapidement intégrée à sa vie, comment elle semblait savoir exactement quoi dire et faire pour abattre ses défenses. Mais
Il y avait aussi cette autre partie, la partie qui avait senti quelque chose s'éveiller après tant d'années d'endormissement. La partie qui, pour la première fois depuis Caroline, avait commencé à croire que peut-être, juste peut-être, une connexion humaine authentique était possible. Tandis que ces deux parties se battaient en lui, François ne remarqua pas la silhouette silencieuse qui s'éloignait de la porte du bureau, une porte qui était restée entr'ouverte, suffisamment pour qu'Amélie, apportant un café que personne n'avait demandé, entende assez pour comprendre que son temps dans cette maison était arrivé à sa fin. La nuit tomba sur la villa de Neuilly-sur-Seine, apportant avec elle un silence oppressant que même le système audio ambiant ne parvenait pas à atténuer. François resta dans son bureau pendant des heures, examinant et réexaminant les documents laissés par Valérie, cherchant des failles, des incohérences, n'importe quoi qui puisse démentir le récit qu'elle avait présenté. Les dépôts étaient réels, des transferts mensuels d'Artemis Connexion vers le compte d'Amélie. Les dates coïncidaient avec son départ du restaurant Origine. L'entreprise, après quelques recherches, avait effectivement la réputation que Valérie avait mentionnée, spécialisée dans les connexions stratégiques avec des hommes puissants. Mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Quelque chose dans l'équation que son cerveau analytique ne pouvait pas réconcilier. Le bracelet, la cicatrice, le souvenir partagé d'une journée au parc de la Tête d'Or à Lyon, 25 ans auparavant. Même la recherche la plus méticuleuse ne pourrait pas fabriquer cela. Ou le pourrait-elle? Quand il sortit finalement du bureau, la maison était trop silencieuse. Aucun arôme venant de la cuisine, aucune musique douce, aucun signe de la présence qui avait, ces derniers jours, transformé sa forteresse en quelque chose qui ressemblait presque à un foyer. « Amélie » appela-t-il, sa voix résonnant dans les couloirs vides. Pas de réponse. Un mauvais pressentiment le conduisit à la chambre d'amis. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, le lit était fait, les surfaces propres, aucun signe personnel en vue. Sur la table de nuit, une enveloppe blanche avec son nom écrit dans une calligraphie élégante. Ses mains tremblèrent légèrement en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier. « François, j'ai entendu suffisamment de ta conversation avec Valérie pour comprendre que ma présence est maintenant source de méfiance. Je ne resterai pas là où je ne suis pas la bienvenue, ni où mon intégrité est remise en question. Pour clarifier, je n'ai jamais entendu parler de cette entreprise Artemis jusqu'à aujourd'hui. S'il y a des dépôts sur mon compte, ils ont une autre explication, une que tu découvriras peut-être si tu regardes au-delà des apparences. Je te laisse le carnet dans le tiroir, mes recettes, quelques réflexions, des choses que j'ai écrites pendant mes jours ici. Peut-être qu'en le lisant, tu trouveras plus de vérité que dans les documents de ton associé. Le taxi est déjà en route. Ne t'inquiète pas pour ma voiture, je trouverai un autre moyen. Merci pour les jours d'abri. Pendant un moment, j'ai pensé que peut-être, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Amélie. François s'assit sur le lit, se sentant étrangement vide. Il ouvrit le tiroir mentionné dans la lettre et trouva un simple carnet relié en cuir usé. Les premières pages contenaient des recettes détaillées, notées avec la même calligraphie élégante que la lettre. Au fur et à mesure qu'il avançait, les recettes cédaient la place à des réflexions personnelles. Jour 3 dans la maison de l'homme au vélo. Je n'arrive toujours pas à croire à la coïncidence. Ou peut-être n'est-ce pas une coïncidence. Maman disait toujours que l'univers a ses propres plans. Jour 5, j'ai cuisiné un cassoulet aujourd'hui. Le sourire de F, quand il a goûté, il ressemblait à un enfant découvrant quelque chose de nouveau. Comment quelqu'un avec tant peut-il vivre avec si peu? Jour 7. Les tremblements sont revenus brièvement aujourd'hui. J'ai caché mes mains jusqu'à ce que ça passe. Je ne veux pas qu'il voie cette faiblesse, pas encore. François continua à lire page après page d'observations, de recettes, de petites joies quotidiennes enregistrées avec une honnêteté qui serait impossible à fabriquer. Dans la dernière entrée, datée de ce même jour, il trouva « Quelque chose change entre nous. Je peux le sentir. Hier soir, quand nous avons regardé les étoiles depuis la terrasse, nos doigts se sont touchés un moment. Aucun de nous ne s'est éloigné. J'ai peur. Peur de ressentir quelque chose que je ne devrais pas. Peur que, quand il découvrira toute
La vérité sur ma condition, sur les limitations que je vais affronter, tout change. Il vaut mieux ne pas créer d'attente. Mais c'est difficile de ne pas rêver quand, pour la première fois depuis si longtemps, je me sens chez moi. Les derniers mots frappèrent François comme un coup physique. Je me sens chez moi. C'était exactement ce qu'il ressentait aussi ces derniers jours, comme si sa villa froide et impersonnelle était finalement devenue un foyer. Il se leva brusquement, une détermination soudaine s'emparant de lui. Il ne pouvait pas la laisser. Partir ainsi, basé uniquement sur les insinuations de Valérie. Il avait besoin de la vérité, de l'histoire complète. Système, localiser le dernier taxi qui a quitté la propriété. Destination. Taxi demandé à 18h42. Destination. Hôtel Concorde, centre de Neuilly. François était déjà en route vers le garage quand son téléphone sonna. C'était Valérie à nouveau. « J'espère que tu as réfléchi à notre conversation, dit-elle. Sans préambule. Je sors, Valérie, nous parlerons plus tard. Tu sors, où ça? J'ai besoin d'éclaircir certaines choses avec Amélie. Il y eut une pause tendue de l'autre côté de la ligne. Elle est déjà partie alors. Bien, cela signifie qu'elle a un peu de bon sens. Ou qu'elle a entendu ta théorie conspirationniste et s'est sentie insultée, rétorqua-t-il, la colère montant. Pourquoi as-tu fait ça, Valérie? Pourquoi l'avoir enquêté? Pourquoi m'apporter ces preuves? Parce que je me soucie de toi. Sa voix monta d'une octave. Parce que je ne supporte pas de te voir manipuler. Vraiment? Ou y a-t-il autre chose? Quelque chose que tu ne me dis pas? Une autre pause, plus longue cette fois. De quoi parles-tu? Je parle de contrôle. De comment tu as toujours voulu me contrôler. Comment tu n'as jamais accepté que je maintienne une distance. Comment tu insistes pour dépasser des limites que j'ai clairement établies. C'est absurde. Nous sommes associés, amis. Alors en tant qu'ami, réponds. Pourquoi as-tu enquêté sur Amélie? Je te l'ai déjà dit. Pour te protéger. Et Artemis Connexion. Qu'as-tu découvert sur cette entreprise, exactement? Hésitation, presque imperceptible, mais elle était là. C'est une agence de accompagnatrices sophistiquées, des femmes formées pour séduire des hommes riches. Intéressant, parce que je viens de faire des recherches, et Artemis Connexion est une filiale de la Fondation Institut Neurologique de Paris. Ils font des paiements aux patients suivant des traitements expérimentaux. Le silence de l'autre côté de la ligne confirma ce que François soupçonnait déjà. « Tu as manipulé ces documents », continua-t-il, sa voix dangereusement calme maintenant. « Tu as créé un récit pour m'éloigner d'elle. La question est, pourquoi? François, tu ne penses pas clairement. Je pense plus clairement que depuis des années. Je vais retrouver Amélie maintenant. Et quand je reviendrai, toi et moi aurons une longue conversation sur l'avenir de notre partenariat. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre, jeta le téléphone sur le siège passager et accéléra sur la route qui menait au centre de Neuilly. L'hôtel Concorde était un établissement modeste, fréquenté principalement par des cadres en voyage d'affaires. À la réception, un jeune employé le reconnut immédiatement. Le visage de François Leclerc, bien que rarement vu en public, était assez célèbre pour être instantanément identifiable. « Monsieur Leclerc, c'est un honneur. Comment pouvons-nous vous aider? Je cherche une cliente, Amélie Dubois, arrivée récemment. » L'employé consulta le système, fronçant les sourcils. « Je suis désolé, monsieur. Nous n'avons aucune Amélie Dubois enregistrée. » François sentit son estomac se nouer. « Vous êtes sûr? Elle a pris un taxi pour venir ici il y a moins d'1 heure. Laissez-moi vérifier à nouveau. » Quelques clics supplémentaires sur le clavier. « Non, monsieur, aucun enregistrement. Peut-être est-elle allée dans un autre hôtel. » La frustration et l'inquiétude grandissaient à parts égales. Où Amélie aurait-elle pu aller? Sans voiture, avec peu de ressources, dans une ville qu'elle ne connaissait pas bien? C'est alors qu'il se souvint. Il y avait une page de plus dans le carnet qu'il n'avait pas fini de lire. Une feuille volante insérée entre les dernières pages. Il retourna à la voiture, prit le carnet et trouva le papier. C'était une carte de visite pour une auberge à Saint-Germain-en-Laye, à environ 40 minutes de Neuilly. Au verso, une annotation manuscrite. « Amélie, si tu as besoin d'un endroit, appelle-moi. J'ai toujours une chambre pour toi. Thérèse. » C'était une chance, la seule qu'il avait. Le voyage jusqu'à Saint-Germain-en-Laye sembla interminable, malgré la route vide à cette heure.
Tout en conduisant, François réfléchissait aux derniers jours, à la façon dont la présence d'Amélie avait changé quelque chose de fondamental en lui. Ce n'était pas seulement la compagnie, ce n'était pas seulement la connexion improbable de leurs enfances, c'était la façon dont elle le voyait, pas comme le milliardaire reclus, pas comme le génie technologique, mais simplement comme François, le garçon au vélo qui avait grandi entouré de murs qu'il avait lui-même construits. L'auberge du Soleil, comme indiqué sur la carte, se trouvait dans une zone boisée éloignée du centre. Une construction accueillante de 2 étages avec des terrasses en bois et un jardin bien entretenu. Même à cette heure tardive, les lumières étaient allumées et une dame aux cheveux gris tenait la réception. « Bonsoir », salua François, essayant de contrôler l'anxiété dans sa voix. « Je cherche Amélie Dubois. Je crois qu'elle pourrait être hébergée ici. » La dame, Thérèse, supposa-t-il, l'examina avec des yeux astucieux. « Et vous seriez… » François Leclerc. « Je suis… un ami. Un ami. » Elle répéta le mot comme si elle en testait la véracité. « Eh bien, monsieur Leclerc, Amélie est effectivement hébergée chez nous. Elle est arrivée il y a quelques heures, assez bouleversée. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. »« Je dois la voir, s'il vous plaît. » Thérèse l'étudia quelques instants de plus, comme si elle évaluait ses intentions. « Chambre 7 au bout du couloir à droite. Mais si elle ne veut pas vous voir, respectez cela. Compris ?» François acquiesça, reconnaissant de la compréhension de la femme. Le couloir était silencieux, éclairé seulement par des lumières indirectes au niveau des plaintes. Il s'arrêta devant la porte de la chambre 7, le cœur battant d'une façon qu'il n'avait pas expérimentée depuis l'adolescence. Il respira profondément et frappa. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, des pas légers s'approchèrent et la porte s'ouvrit. Amélie semblait plus petite, plus fragile, vêtue de vêtements simples qui n'étaient pas les siens, probablement prêtés par Thérèse. Ses yeux étaient légèrement rouges, seul indice visible qu'elle avait peut-être pleuré. François. Il n'y avait pas de surprise dans sa voix, juste une certaine résignation. « Je peux entrer ?» Elle hésita, puis fit un pas de côté, permettant son passage. La chambre était petite mais confortable, avec une fenêtre qui donnait sur le jardin, maintenant sombre. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda-t-elle, s'asseyant au bord du lit. « Ton carnet, la carte de visite de l'auberge. » Amélie acquiesça, comme si cela expliquait tout. « Pourquoi es-tu venu, François ?» La question directe et sans détour le prit au dépourvu. Pourquoi était-il venu? Qu'espérait-il accomplir? Parce que tu es parti sans explication, parce que j'ai besoin de connaître la vérité. La vérité. Elle but un sourire. Triste. La vérité est que je ne travaille pour aucune agence d'accompagnatrice sophistiquée. La vérité est que ce bracelet était vraiment un cadeau d'un garçon effrayé après un accident de vélo il y a 25 ans. La vérité est que j'ai une maladie neurologique qui est traitée expérimentalement par la Fondation Institut Neurologique, qui apparemment utilise une entreprise appelée Artemis pour traiter les paiements aux participants de la recherche. Elle leva les mains qui tremblèrent légèrement. C'est ma vérité, François. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas une arnaqueuse. Je suis juste une chef qui a perdu sa carrière et qui essaie de reconstruire sa vie. François sentit le poids de la culpabilité, de la honte d'avoir douté, même brièvement. Il fit un pas en avant puis s'arrêta, incertain si son contact serait bienvenu. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé des tremblements dès le début? Et donné une raison de plus pour que tu me vois comme quelqu'un de fragile, nécessiteux? Non. » Elle secoua la tête. « Je voulais que tu me vois comme une égale, comme quelqu'un de capable. »« Je le vois, dit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. Je te vois, Amélie, et je suis désolé d'avoir douté même un instant. » Il s'approcha, s'asseyant à côté d'elle sur le lit, maintenant encore une distance respectueuse. Valérie a manipulé ses documents. Elle a créé un récit qu'elle savait m'affecter, qui toucherait mes insécurités les plus profondes. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle cela? François soupira, la compréhension finalement claire dans son esprit. Parce qu'elle veut le contrôle. Sur moi, sur l'entreprise, sur tout. Et parce que… Il hésita, gêné. Parce que je pense qu'elle a des sentiments pour moi. Des sentiments que je ne retournerai jamais. Amélie l'étudia un long moment, ses yeux cherchant quelque chose, dans les siens. Et pourquoi ne les retournerais-tu jamais?
C'était la question que François avait évité de se poser pendant des années. La réponse, cependant, vint plus facilement qu'il ne l'avait prévu. Parce que je n'ai jamais ressenti pour elle ce que je ressens quand je suis avec toi. Les mots flottèrent entre eux, chargés d'une signification qu'aucun des deux n'était totalement prêt à articuler. Amélie baissa les yeux, ses mains inquiètes sur ses genoux. « François, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui changera peut-être la façon dont tu me vois. » « Quoi ?» Elle respira profondément, comme quelqu'un qui se prépare à un saut dans l'obscurité. Les médecins ne sont pas sûrs que le traitement fonctionnera à long terme. Il existe une possibilité que les tremblements empirent avec le temps, que je ne puisse plus jamais cuisiner professionnellement, que j'ai besoin d'assistance. Sa voix vacilla sur le dernier mot, et François comprit le poids de cette confession pour quelqu'un d'aussi indépendant, aussi fier de ses compétences. « Je te dis cela, continua-t-elle, parce que je ne veux pas qu'il y ait de secret entre nous. Parce que si ce qui se passe entre nous continue, tu dois savoir dans quoi tu t'embarques. » François sentit quelque chose s'expandre dans sa poitrine. Une émotion si grande, si écrasante, que pendant un moment il craignit qu'elle puisse le consumer. Sans réfléchir, il tendit la main et prit la sienne. Tremblement et tout. « Tu. C'est ce que je vois quand je te regarde, Amélie. Je vois du courage. Je vois de la force. Je vois quelqu'un qui, face à la perte de tout ce qu'elle a construit, a trouvé une nouvelle façon de continuer. Alors que moi, il secoua la tête. Je me suis caché. J'ai construit des murs. J'ai créé un empire basé sur la peur de la connexion. Ses doigts s'entrelacèrent naturellement avec les siens. S'il y a quelqu'un ici qui ne mérite pas l'autre, c'est moi qui ne te mérite pas. Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes, mais il y avait un sourire qui se formait sur ses lèvres. Nous formons une sacrée paire, n'est-ce pas? Le reclus et la chef aux mains tremblantes. Une combinaison improbable, convint-il, se sentant plus léger que depuis des années. Mais c'est peut-être exactement ce dont nous avons tous les deux besoin. Lentement, comme s'il craignait de briser quelque chose de précieux, François se pencha. Ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un baiser doux, hésitant, plein, de promesses non dites. Quand ils s'éloignèrent, tous deux souriaient. « Rentrons à la maison », demanda-t-il. « Oui », répondit Amélie, et dans ce seul mot, il y avait toute la certitude qu'ils avaient tous deux cherché depuis si longtemps. « Rentrons à la maison ». 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit à l'Auberge du Soleil. L'hiver parisien cédait la place à un printemps particulièrement vibrant, comme si la nature elle-même célébrait les transformations survenues durant cette période. La villa de Neuilly-sur-Seine, autrefois symbole d'isolement, pulsait maintenant de vie. Les fenêtres restaient ouvertes, laissant la brise circuler librement. Les jardins, revitalisés par des mains attentionnées, affichaient des couleurs qui n'étaient auparavant que théoriques dans la palette monochromatique de la propriété. Et le potager, le potager, un véritable oasis d'herbes aromatiques, de légumes biologiques et de fleurs comestibles qui faisaient le délice des plats sortant de la cuisine. François observait cette transformation externe comme un reflet de la révolution qui s'était produite en lui. Assis sur la terrasse devenue son lieu de travail favori, il finalisait une vidéoconférence avec l'équipe de développement. « Alors c'est confirmé? Nous lançons Connect Sensible le trimestre prochain ?» demanda le directeur de produit, encore visiblement impressionné par le changement de direction de l'entreprise. « Confirmé », répondit François, un sourire détendu sur son visage. « Tous les tests indiquent que la plateforme est prête. Ce sera notre plus grand lancement depuis le Connect Soleil original. » Tandis que les cadres discutaient des derniers détails, François détourna le regard vers le jardin où Amélie marchait lentement entre les plates-bandes, cueillant des herbes pour le dîner. Ses mouvements étaient soigneux, méthodiques, une adaptation nécessaire pour gérer les tremblements qui, bien que contrôlés par le traitement, apparaissaient encore occasionnellement. L'observer ainsi, absorbée dans une tâche qu'elle aimait, apportait à François une sensation de plénitude qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Ces derniers mois, ils avaient construit ensemble une routine qui respectait à la fois son désir de structure et son besoin de créativité. Un équilibre délicat, mais étonnamment naturel. « Monsieur Leclerc, un commentaire final ?» La voix du directeur marketing le ramena à la réunion. « Simplement que je suis fier du travail de tous,
Connect Sensible n'est pas seulement un nouveau produit, c'est une nouvelle direction pour Leclerc Tech. Une qui reconnaît que la technologie doit servir la connexion humaine authentique, non la remplacer. Après les remerciements finaux, François termina l'appel et ferma l'ordinateur portable. Il descendit les marches qui menaient au jardin, s'approchant silencieusement d'Amélie, qui ne l'avait pas encore remarqué. « Du basilic pour la sauce ?» demanda-t-il, la faisant se retourner avec un petit sursaut. « Pour le pesto », corrigea-t-elle en souriant, « et du romarin pour l'agneau. Nous avons des invités importants ce soir, tu te souviens? Comment pourrait-il oublier l'inauguration officielle de Racine, le petit restaurant qu'ils avaient ouvert ensemble au centre de Neuilly, aurait lieu ce soir. Un espace intimiste, avec seulement 12 tables, où Amélie pouvait exercer son art culinaire à son propre rythme, sans la pression de la haute gastronomie commerciale. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, remarquant une tension subtile dans ses épaules. Nerveuse, excitée, terrifiée. Elle rit, un son cristallin qui faisait encore accélérer le cœur de François. « C'est la première fois que je cuisine professionnellement depuis... » Elle n'eut pas besoin de compléter. Depuis le diagnostic, depuis qu'elle avait perdu son poste au Origins, depuis que sa vie avait pris une tournure complètement inattendue. « Tu vas briller », dit-il, touchant son visage avec douceur. « Tu l'as déjà prouvé lors des dégustations. Du menu test dans chaque repas que tu as préparé ici. » Amélie acquiesça, s'inclinant contre sa main dans un geste de confiance qui l'émouvait encore profondément. « C'est différent maintenant, » admit-elle. « Avant, je cuisinais pour impressionner les critiques, pour maintenir des étoiles, pour rivaliser. Maintenant... » Elle fit une pause, cherchant ses mots. « Maintenant, je cuisine pour connecter les gens, pour créer des souvenirs. Et il n'y a personne de meilleur que toi pour cela. » Ils marchèrent ensemble vers la maison, discutant des préparatifs finaux pour la soirée. Racine était plus qu'un restaurant. C'était un symbole du nouveau chemin qu'ils avaient tous deux choisi. Pour Amélie, il représentait une reconnexion avec sa passion dans des termes qui respectaient ses limitations. Pour François, c'était un pas courageux hors de sa zone de confort, un investissement non seulement financier, mais émotionnel. Dans la cuisine, Thérèse, la propriétaire de l'Auberge du Soleil, devenue une amie proche, travaillait déjà aux préparatifs initiaux. « Enfin, vous apparaissez. Nous avons 1000 choses à finaliser avant l'inauguration. » Son ton de fausse irritation cachait mal l'affection qu'elle ressentait pour le couple. « François, j'ai besoin que tu ailles chercher les fleurs. » Amélie, l'équipe du restaurant a appelé. Le système de réservation a déjà enregistré une occupation complète pour les 2 prochaines semaines. Les heures suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon d'activités. Tandis qu'Amélie et Thérèse finalisaient quelques plats qui seraient transportés directement au restaurant, François s'occupait de la logistique, passant des appels, confirmant des détails, s'assurant que tout serait parfait pour la soirée la plus importante de la nouvelle phase de leur vie. Vers 5 heures de l'après-midi, alors qu'ils se préparaient à partir, le système de sécurité annonça l'arrivée d'un visiteur inattendu, Dr Maurice Lefebvre à l'entrée principale. François et Amélie échangèrent des regards surpris. Le neurologue d'Amélie n'était pas parmi les invités à l'inauguration, du moins pas officiellement. « Acceptez l'entrée », autorisa François. Quelques minutes plus tard, le médecin, un homme d'âge moyen avec une énergie juvénile qui contrastait avec ses cheveux grisonnants, entra dans le salon, portant un dossier et un sourire énigmatique. « Désolé d'apparaître sans prévenir », commença-t-il, saluant chaleureusement les deux. « Mais j'ai reçu les résultats des derniers examens d'Amélie ce matin, et j'ai pensé que vous aimeriez le savoir immédiatement. » Amélie saisit instinctivement la main de François, son corps tendu d'appréhension. « Et alors ?» demanda-t-elle, sa voix dissimulant à peine la peur. Le sourire du médecin s'élargit. « Le traitement expérimental fonctionne au-delà de nos attentes. La dégénérescence neuronale a non seulement été arrêtée, mais inversée dans environ 40% des zones affectées. » François sentit Amélie trembler à ses côtés, mais cette fois ce n'étaient pas les symptômes de la maladie. C'était de l'émotion pure. « Cela signifie... » commença-t-elle, sans pouvoir terminer. « Cela signifie que, en maintenant le protocole actuel, nous pouvons espérer une récupération significative de la fonction motrice fine. Les tremblements ne disparaîtront jamais complètement, mais ils seront gérables à long terme. » Le médecin fit une pause, son regard gentil,
En termes pratiques, Amélie, tu peux continuer à cuisiner. Tu peux continuer à construire ta vie sans craindre une dégénérescence accélérée. Les larmes vinrent instantanément, silencieuses, coulant sur le visage d'Amélie, tandis qu'elle absorbait la signification de ces mots. François l'enveloppa dans ses bras, sa propre vision brouillée par l'émotion. « Merci d'être venu personnellement », dit-il au médecin par-dessus l'épaule d'Amélie. « Cela signifie beaucoup. »« Vous êtes un cas spécial », répondit le docteur Maurice, son expression révélant une affection sincère, non seulement pour les résultats cliniques impressionnants, mais pour tout ce que vous avez construit ensemble ces derniers mois. C'est inspirant. Après quelques explications techniques supplémentaires et des recommandations, le médecin prit congé, promettant de venir au restaurant dans les prochaines semaines pour un repas complet. Quand ils furent à nouveau seuls, François et Amélie restèrent un long moment simplement enlacés, traitant la nouvelle qui transformait leur avenir à tous deux. « On dirait que l'univers insiste à nous donner des cadeaux improbables », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Des cadeaux mérités », corrigea François, embrassant le sommet de sa tête. « Tu as lutté pour cela. Nous avons lutté. » Thérèse réapparut dans le salon, interrompant gentiment le moment. « Je déteste briser l'ambiance, les tourtereaux, mais nous avons un restaurant à inaugurer. Les bonnes nouvelles peuvent être célébrées avec du champagne plus tard. » Le voyage jusqu'à Racine fut rempli d'une énergie différente, pas seulement l'excitation nerveuse de l'inauguration, mais une joie profonde, une certitude renouvelée qu'ils étaient sur le bon chemin. Le restaurant, situé dans une maison historique rénovée au centre de Neuilly, était la personnification de la vision partagée d'Amélie et François. Le design combinait élégance minimaliste et confort, grandes fenêtres, bois naturel, plantes vivantes partout. La cuisine, visible de la salle principale à travers une large ouverture, était le cœur de l'espace. À leur arrivée, l'équipe était déjà en place, de jeunes chefs sélectionnés personnellement par Amélie, beaucoup d'entre eux des talents prometteurs qui, pour différentes raisons, n'avaient pas trouvé leur place dans la haute gastronomie traditionnelle. Chefs. Saluèrent-ils à l'unisson, le respect et l'admiration évidents sur leurs visages. Amélie marcha parmi eux, vérifiant les préparations, ajustant des détails, partageant des mots d'encouragement. Ses mains tremblaient occasionnellement, mais personne ici ne voyait cela comme une faiblesse. Au contraire, c'était un rappel de la résilience qui faisait d'elle non seulement une excellente cuisinière, mais une leader inspirante. Tandis qu'elle dirigeait la cuisine, François supervisait les derniers ajustements dans la salle. Les tables parfaitement dressées, les lumières créant une atmosphère intime, la sélection musicale soigneusement programmée. Chaque détail reflétait la fusion harmonieuse de leur personnalité, sa précision à lui, sa créativité à elle. À mesure que les invités commençaient à arriver, des amis proches, quelques journalistes spécialisés, des chefs, respectés de la scène gastronomique parisienne, François ressentit une émotion qu'il n'aurait jamais anticipée un an auparavant. La fierté d'être visible, présent, partageant un moment significatif avec d'autres personnes. François. Le clerc qui socialise, je n'aurais jamais pensé voir ce jour. La voix familière fit se retourner François. Paul Martin, son avocat de longue date et l'un des rares qui aurait pu être appelé ami avant l'arrivée d'Amélie, l'observait avec un sourire ironique. Les gens changent, Paul. Certaines personnes, rarement. Toi, dramatiquement. Paul indiqua l'espace autour avec un geste ample. Un restaurant. Toi qui mangeais autrefois uniquement par nécessité biologique. Et la raison de cette transformation est, dans la cuisine, compléta François, un sourire involontaire apparaissant sur son visage en mentionnant Amélie, là où elle appartient. Paul l'étudia un moment, son expression s'adoucissant. Tu es heureux, véritablement heureux. C'est bon de voir ça, mon ami. La salle se remplit progressivement, des conversations animées créant ce bourdonnement caractéristique d'un établissement réussi. À 8 heures précises, François monta sur la petite scène installée dans un coin du restaurant. Un silence expectatif s'établit. « Bonsoir et bienvenue à Racine », commença-t-il, surpris par son propre confort devant un public. Cet endroit est né d'un orage, littéralement. Des rires doux parcoururent l'ambiance, tandis qu'il narrait brièvement l'histoire improbable de ses retrouvailles avec Amélie, omettant les détails personnels, mais captant l'essence du voyage qui les avait amenés jusqu'ici.
Racine n'est pas seulement un restaurant, continua-t-il, c'est une philosophie. Nous croyons que la nourriture, comme la technologie, doit rapprocher les gens, non les isoler. Elle doit créer des souvenirs, pas seulement satisfaire des besoins. Elle doit raconter des histoires. Il fit un geste pour qu'Amélie le rejoigne. Elle émergea de la cuisine portant encore son tablier, une rougeur délicate sur ses joues due à la chaleur et à l'émotion. Et personne ne raconte des histoires à travers la nourriture mieux que notre chef, Amélie. Dubois. Les applaudissements furent chaleureux tandis qu'elle montait sur scène, visiblement émue. Quand elle parla, sa voix était ferme, portant la confiance de quelqu'un qui avait finalement trouvé sa place. Le nom Racine n'a pas été choisi par hasard, expliqua-t-elle. Il représente notre retour aux origines, aux saveurs authentiques, aux techniques traditionnelles, aux connexions sincères. Mais il représente aussi notre croyance que, pour grandir, nous devons être fermement enracinés dans quelque chose de réel. Son regard rencontra celui de François, une communication silencieuse passant entre eux. Chaque plat que nous servirons ce soir porte une histoire. De mon enfance en Provence, des traditions françaises que j'aime tant, des personnes qui m'ont inspiré, y compris, elle sourit, un certain garçon à vélo qui, des décennies plus tard, m'a appris que les rencontres les plus importantes de la vie ressemblent parfois à des accidents. La soirée se déroula comme un rêve. Les plats, servis, dans une séquence soigneusement planifiée, arrachèrent des soupirs et des éloges enthousiastes. L'équipe travaillait avec une précision coordonnée, comme un orchestre accordé. Et au centre de tout, Amélie dirigeait la cuisine avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait finalement réconcilié son talent avec ses limitations. Vers minuit, alors que les derniers invités prenaient congé avec des promesses de retour, François trouva Amélie sur la terrasse arrière du restaurant. Elle observait le ciel étoilé, un verre d'eau citronné dans les mains, la fatigue et la satisfaction également visibles sur son visage. « C'était parfait, dit-il, la rejoignant. « C'était réel, corrigea-t-elle en souriant. Avec tous, les petits défis et ajustements de dernière minute, et c'est ce qui le rend spécial. » François acquiesça, comprenant profondément ce qu'elle voulait dire. La perfection stérile qu'il avait recherchée pendant si longtemps dans sa vie avait été remplacée par quelque chose de bien plus précieux. L'authenticité, avec toutes ses imperfections et surprises. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il, sortant une petite boîte de sa poche. Amélie haussa les sourcils, surprise. Je pensais que nous avions convenu de ne pas échanger de cadeaux aujourd'hui. L'inauguration est déjà un cadeau suffisant. Ce n'est pas vraiment un cadeau, c'est plutôt un symbole. Elle ouvrit la boîte avec soin. À l'intérieur, un bracelet de perles colorées, très semblable à celui qu'elle avait porté pendant tant d'années, mais clairement neuf. François, celui-ci a aussi un compartiment secret, expliqua-t-il, lui montrant comment l'ouvrir. Et il a aussi un billet à l'intérieur. Avec des doigts légèrement tremblants, Amélie extraya le petit papier plié. En l'ouvrant, ses yeux se remplirent de larmes. « Épouse-moi », aussi simple que cela, deux mots qui portèrent le poids d'un voyage extraordinaire. Quand elle leva les yeux vers lui, son visage illuminé par les étoiles et par un bonheur débordant, François connaissait déjà la réponse. Pourtant, les mots, quand ils vinrent, remplirent son cœur d'une façon qu'aucun succès professionnel n'avait jamais réussi. Oui. 1000 fois, oui. Il la prit dans ses bras, se sentant simultanément puissant et vulnérable, exactement comme il le fallait. Le baiser qu'ils partagèrent avait un goût de promesse, d'avenir, de possibilités infinies. Plus tard, quand ils retournèrent à la villa, non plus une forteresse, mais un foyer, François reçut une notification sur sa tablette. Une mise à jour automatique sur le développement de la nouvelle application de Leclerc Tech. Connect Sensible, inspiré par son voyage avec Amélie, n'était pas seulement une évolution du Connect Soleil original, c'était une révolution. Au lieu de faciliter l'isolement, la nouvelle plateforme utilisait une technologie avancée pour aider les personnes à surmonter les barrières émotionnelles, à trouver des connexions authentiques malgré leurs peurs et limitations. Le nom du système central d'intelligence artificielle? Amélie, assistance médiative pour échanges liés et interactions émotionnelles. En observant Amélie s'endormir paisiblement à ses côtés,
François réfléchit aux chemins improbables que la vie avait tracés pour eux deux. Un accident de vélo, un violent orage, un bracelet avec un message caché, une associée aux intentions obscures, une maladie éprouvante. Chaque obstacle, chaque coïncidence apparemment fortuite avait été un fil dans la trame complexe qui les avait unis. Et maintenant, ensemble, ils tissèrent quelque chose de nouveau. Un avenir qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer dans leurs moments les plus solitaires. La dernière chose que François vit avant de s'endormir fut le nouveau bracelet au poignet d'Amélie brillant doucement dans la pénombre de la chambre. Un cercle complet, un nouveau départ. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de François et Amélie a touché vos cœurs et montré que, même dans les moments les plus solitaires, l'univers peut nous surprendre avec des connexions inattendues. Pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci, nous avons préparé une playlist spéciale que vous pouvez accéder en cliquant sur le lien à gauche. Si ce récit a éveillé quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser votre pouce en l'air et de partager vos impressions dans les commentaires. Tous les jours, nous apportons de nouvelles histoires françaises qui explorent les complexités de l'amour, du dépassement